Bonjour, je suis Jamie Gourmaud, journaliste, plutôt journaliste scientifique, et je vais réagir aux archives de l'INA. Bonjour Jamie. Bonjour Hugo. Alors vous avez mis votre vie au service de la science. On va commencer par C'est pas sorcier. Pendant 21 ans, vous avez parlé à plusieurs générations dans ce célèbre camion. On parle donc d'une émission légendaire. Ça vous étonne peut-être, mais le son, ça voyage, ça circule. Et si vous regardez bien, vous pouvez même le voir passer. N'est-ce pas, Jamie ? Exact, mais ouvrez bien les yeux quand même, parce que le son, ça se promène pas en agitant les bras comme ça pour dire bonjour. Pour le voir passer, vous prenez tout simplement une boîte à gâteaux. Vous enlevez le couvercle, vous le remplacez par une feuille de plastique que vous maintenez avec un élastique. Vous prenez des billes de polystyrène, vous les posez sur le plastique, vous tapez dans le couvercle. Ça bouge, et c'est normal. Le son, c'est quoi? C'est une vibration. Quand je tape sur mon couvercle, eh bien, il vibre, il fait vibrer l'air, les molécules d'air qui viennent cogner contre ma feuille de plastique qui fait bouger mes billes de polystyrène. Quand je parle, c'est exactement la même chose. Oh, oh, oh. Premier C'est pas sorcier. Voilà, ça c'est en 1994, septembre 1994. C'est vraiment une expérience, une démonstration qui a énormément compté dans mon appétence pour la science. Parce que quand je me suis posé la question au tout départ, qu'est-ce que c'est que le son? J'étais allé interroger plusieurs ingénieurs du son. Hein. Aucun n'arrivait à me donner une définition concrète, conceptualisable de ce qu'était le son. Je me suis retrouvé en contact avec un ingénieur de l'IRCAM qui m'a emmené dans un labo. Il y avait deux énormes timbales. Il a fait exactement la même expérience que celle que je suis en train de faire là, mais avec des timbales. Donc il a déposé des billes de polystyrène sur une des timbales et puis on était à côté d'une autre. Et puis il a tapé sur la timbale à côté de laquelle nous étions et puis on a vu donc les billes de polystyrène. C'est là où il m'a expliqué que vraiment le son, c'était une vibration, de l'air qui vibre, c'est mécanique. Si on avait la possibilité de visualiser les molécules qui constituent l'air, eh bien on les aurait vues vibrer, on aurait vu cette vibration se transmettre de proche en proche jusqu'à l'autre membrane. Et d'un seul coup, j'ai compris que des principes, des phénomènes qui sont très difficiles à comprendre, eh bien, il suffit de trouver les bons mots, les bonnes images, pour que d'un seul coup, ils deviennent conceptualisables et que l'invisible deviennent compréhensibles et palpables. Et à partir de là, je me suis dit, je peux tout expliquer. Oui, donc si je comprends bien, en fait, c'est un peu une soif d'apprendre et une soif de transmettre qui vous a donné envie de faire ça. Moi, j'ai plutôt au départ choisi une carrière littéraire, mais que j'ai fini par parler de science. Mais les deux sont d'une incroyable compatibilité. Parce qu'il se trouve que j'adore les mots, j'adore écrire, mais que pour parler de science et pour décrire la science, pour la raconter, il faut utiliser les bons mots. Pourquoi il y a ce fossé aujourd'hui entre la population, le public et la science? Pourquoi il y a ce désamour? Pourquoi on dit que 6 Français sur 10 pensent que la science apporte autant de désagréments que de bien-être? Parce que justement, on n'a pas su faire aimer la science. Et pour faire aimer la science, eh bien, il faut bien la dire, bien la raconter. Il faut en faire un objet de culture générale. Et pour cela, eh bien, il faut trouver les mots justes, prendre le temps de l'expliquer, de la mettre en scène, comme on met toutes les autres disciplines culturelles en scène. Il faut faire la même chose avec la science. Alors, pour préparer l'émission, on a regardé beaucoup d'émissions scientifiques depuis la création de la télévision. On a fait le choix de vous montrer la première émission scientifique. D'ailleurs, je précise quand même qu'on vous a coupé les passages les plus difficiles de cette émission, qui s'appelle l'émission médicale, et ça se passe en 1959. Il y a de très nombreuses techniques qui permettent d'étudier le médicament sur l'animal, et voici par exemple ce qu'il est possible de faire lorsque l'on veut apprécier l'activité d'un curarisant. Vous savez que le curare est une substance connue depuis de longue date chez les Indiens
bassin de l'Orénoque et de l'Amazone, et qu'il y a à peu près une centaine d'années, Claude Bernard a étudié cette substance et a pu en préciser les localisations et le mécanisme d'action. Je dois dire d'ailleurs que certaines des images que nous allons vous présenter ici toucheront certainement votre sensibilité, mais il faut bien vous dire que ce sont justement ces travaux qui vous permettent d'être soigné et d'être soulagé. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez déroutant. Hein. Mais bon, ce sont des images en noir et blanc qui datent de 1959. Donc évidemment, aujourd'hui, non seulement on ne montrerait plus, mais je pense que ce type de manip ne se font même plus sur l'animal. Cette émission, ce qui est très caractéristique, c'est qu'on est dans un vrai laboratoire. On est avec un scientifique qui, vous l'avez remarqué, est en blouse blanche. Il est grand, beaucoup plus grand que le présentateur, et il a une façon de s'exprimer qui toise le présentateur. Et on voit bien que le présentateur est là pour boire les paroles du scientifique qui est en train de s'exprimer, pour constater les choses et pas forcément pour les expliquer. Qu'est-ce que vous pensez globalement de l'utilisation des animaux dans la science? Ma réponse, elle est d'une évidence. Moins on utilisera les animaux pour tester, mieux ce sera. Mais dans certains cas et jusqu'à certaines extrémités, eh bien, on est obligé d'avoir recours à l'animal. On parlait tout à l'heure des précurseurs de la vulgarisation. On va vous en montrer deux ovnis qui sont arrivés à la télévision dans les années 70 et qui, avec leur émission Temps X, ont crevé l'écran pendant 10 ans. Imaginons qu'il nous soit possible de voyager dans l'espace, d'étoile en étoile, jusqu'aux confins de l'univers et d'y rencontrer des civilisations extraterrestres, celles qui peuplent les autres mondes. Imaginons aussi que nous soyons secondés dans toutes nos tâches par des robots et que des cerveaux électroniques d'une incroyable puissance résolvent à notre place les problèmes les plus complexes. Imaginons enfin que nous ayons maîtrisé le problème du vieillissement et de la mort, que nous ayons aussi développé en nous des super-pouvoirs qui feraient de nous ce qu'on appelle des surhommes. Tout cela, aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. Mais c'est aussi peut-être la réalité de demain. Je ne me souviens pas de ce numéro, mais j'en ai regardé pas mal. Je préfère les considérer non pas comme des scientifiques, mais comme des personnes qui avaient une grande culture scientifique. Igor et Grishka Bogdanov ont quand même eu ce mérite de nous faire rêver. C'est vrai qu'ils nous propulsaient dans des univers qui étaient très, 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 très lointains. Leur démarche n'était pas de faire de la pédagogie, mais de nous inviter à rêver, à imaginer des mondes impalpables. Leur objectif n'était pas de nous expliquer le présent, mais plutôt le futur vers lequel nos descendants pourraient aller. Mais est-ce que du coup, c'était pas plus une émission de divertissement finalement qu'une émission véritablement scientifique? Ah, je pense que c'était du divertissement scientifique. On va vous montrer maintenant un autre précurseur de la vulgarisation de la science, un homme qui vous a beaucoup inspiré. On l'écoute sur TF1 en 1976. L'idée de 3 professeurs d'HEC, c'est de mettre au point une nouvelle fixation de sécurité qui allie à la fois la finesse de l'électronique et la rapidité d'une explosion chimique. Voici comment ça se passe sur un modèle qui est actuellement en cours d'essai, ici même, dans ce laboratoire de l'École des Arts et Métiers à Paris. Ceci, ça reproduit la semelle de la chaussure. En dessous, cette planche de bois, bien sûr, c'est le ski. Là, dans cette fixation, se trouvent les capteurs électroniques. Regardez, j'applique un effort, je fais une chute de ski. Voilà, le système fonctionne, répond au millième de seconde près. Voilà donc la grande nouveauté en matière de fixation de sécurité. Ouais, ben là c'est génial. Voilà, Michel Chevalet. Mais là, la démarche est totalement différente. On voit bien que ce que fait Michel Chevalet, là, il est devant un support
une maquette et il est en train de décrire un phénomène. Il est dans l'explication, dans la pédagogie. C'est marrant parce que il décrit donc une fixation de ski qui n'existe pas au moment où il en parle, qui existera et qui depuis est dépassée. Donc lui aussi, il parle un petit peu d'avenir, de ce qui va se passer. Mais il a un vrai support. Voilà. Et la démarche est totalement différente. Puis on parlait d'un homme qui, comme vous, aimait bien les maquettes aussi. J'ai grandi dans une famille où on regardait le journal de 20h le soir. C'était une sorte de grand-messe à laquelle on ne pouvait pas ne pas assister, on ne pouvait pas se dérober. Et je me souviens d'avoir regardé de nombreuses fois Michel Chevalet. Je suis persuadé que sans le vouloir, sa façon de faire, c'est inscrit quelque part dans ma mémoire et que ça a rejailli d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit que nous n'étions pas des créateurs, nous ne sommes que des héritiers. Et moi, je ne suis que l'héritier de toutes les personnes que vous m'avez présentées. Alors Jamil, la science n'est pas toujours crue. Il faut croire qu'elle ne l'est pas par une communauté de personnes, une communauté qui prend une certaine ampleur sur les réseaux sociaux. On part aux États-Unis en 2020. Travis Finlay fait partie de la communauté platiste. Il commente en direct sur sa chaîne YouTube ses relevés du jour à ses abonnés. Pour lui, la Terre ne serait pas ronde, ne tournerait pas autour du Soleil ni sur son axe. Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Parce qu'il y a la gravité. Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. Voici le monde selon les platistes. La Terre serait horizontale, le pôle Nord au milieu, l'Antarctique constituerait le bord extérieur et au-delà, ce serait le gouffre. Les platistes ont leur convention annuelle. Sur leur t-shirt, le logo de la NASA est détourné en menteur. Pour eux, la conquête spatiale serait un complot destiné à soutirer l'argent des contribuables. Non, on n'est jamais allé dans l'espace. On envoie des fusées, oui, mais il n'y a personne dedans. Ça me laisse sans voix. C'est cette histoire de terre plate. On pourrait y revenir et détailler. Quand on répond à ce monsieur, si, il y a la gravité, et qu'il dit oui, c'est ce qu'on nous raconte. Non, la gravité, c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est quelque chose qui s'explique. Si la Terre était plate, et que malgré tout, ce monsieur tient debout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va l'attirer vers le centre de cette Terre. Et que donc, plus il s'éloignerait de ce centre, moins il serait vertical, et donc il s'inclinerait. Voilà, et il y a des choses qui nécessitent une explication, qui nécessitent une démonstration, et leur modèle ne tient pas. On sent que ça vous énerve quand même, ce sujet. Oui, ça m'énerve parce qu'on perd du temps. Si vous voulez, le temps que l'on passe à parler de ce sujet, c'est du temps que l'on ne passe pas à expliquer d'autres choses. Pendant le temps que l'on ne passe pas à expliquer le reste, eh bien, la science avance et le fossé entre la science et la société se creuse. C'est comme si je vous disais 1 plus 1, ça fait 2. Tout le monde est d'accord, et sauf que ils disent non, on n'est pas d'accord. Et qu'à un moment donné, on est à court d'arguments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à reproduire éternellement la même démonstration face à des gens qui vont éternellement refuser cette démonstration, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Alors, est-ce que le mot croire peut fonctionner avec le mot science? C'est une très bonne question. Et on vous montre un homme, Albert Jacquard, qui avait une réponse assez arrêtée sur le sujet. Comment vous, chercheurs, scientifiques, arrivez-vous à concilier vos croyances, et d'ailleurs quelles sont les vôtres, avec la science? En d'autres termes, Dieu, pour vous, est-il compatible avec la science? Je ne me pose même pas la question. Non, je crois que je n'ai pas de croyance. Parce que la science nous apprend à ne pas croire. Elle nous apprend à regarder, à savoir que ce que l'on voit n'est jamais qu'illusion, à essayer d'expliquer ce qui se passe dans ce que l'on voit, de comprendre que les modèles explicatifs sont toujours à réviser. Par conséquent, la science ne croit à rien, le scientifique ne croit pas, il constate, il compare, il vérifie, c'est tout. On ne croit pas en la science. C'est le mot croyance et science, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble.
C'est-à-dire que la science n'a pas besoin de croire. La science s'appuie sur des données et pas sur une croyance. La croyance, c'est autre chose. On peut être scientifique et, j'en connais, on peut être scientifique et croire en Dieu, en autre chose. Et vous? Alors ça, c'est une question tout à fait personnelle, voilà, et que je garde pour moi. Peu de gens le savent, mais avant d'être un journaliste scientifique, vous avez été journaliste, reporter dans tout autre genre. On va regarder votre premier scoop. C'est un reportage sur les enfants qu'on disait irrécupérables de Roumanie, pour lequel vous avez reçu un prix, le prix du Festival du Scoop d'Angers. Attention, les images sont sensibles. Notre reporter a pu pénétrer dans des centres interdits à toute personne étrangère et pour cause. Il a découvert l'insoutenable et l'inadmissible, des enfants en sursis. Reporter, Jamie Gourmaud. Ces enfants ont été filmés à Videle, à une centaine de kilomètres au sud de Bucarest, derrière les murs de ce que les Roumains ont baptisé « centre d'irrécupérables ». Avant d'arriver ici, ils ont parcouru des centaines de kilomètres, ballottés d'un centre à l'autre, triés comme une vulgaire marchandise. Videle constitue en effet le dernier maillon d'une chaîne infernale, une sorte de point de non-retour où les enfants croupissent dans des conditions qu'on n'ose à peine imaginer. C'est la première fois que je revois ces images. Je m'en souviens très très bien. C'était très très dur. Bon, parce que ça, ce sont les images qui ont été diffusées. Il y en a qui étaient encore plus dures, mais sorte de machine infernale qui avait été mise en place par le régime de Ceausescu, qui consistait évidemment à éliminer les enfants qui avaient soit des problèmes psychiques ou des problèmes physiques, tout simplement parce qu'à cette époque, en Roumanie, l'avortement était interdit, tous les moyens de contraception étaient interdits. J'avais découvert un réseau qui permettait à des familles de se débarrasser d'enfants, les mots sont durs, de telle sorte qu'administrativement, ça ne posait aucun problème. Il suffisait juste simplement de considérer qu'un enfant était, comme vous l'avez dit, irrécupérable. Pour l'anecdote, je me souviens d'être arrivé quand j'ai découvert ce dernier site, Videle. Je demande où était l'hôpital des enfants. Et dans les rues, on me dit non, il n'y a pas d'hôpital d'enfants ici. Et puis, à un moment, je prononce le mot d'irrécupérable, nerécupérabili, en roumain. Et là, je vois le visage de la dame qui s'éclaire, qui me dit « Ah, les irrécupérables, c'est là-bas ». Et est-ce que vous étiez fait pour ce genre de reportage? Est-ce que vous avez aimé les faire? J'aimais beaucoup faire ce genre de reportage. Quand C'est pas sorcier a vu le jour, j'allais être papa. Et donc, quand on a créé l'émission C'est pas sorcier avec Fred, j'avais envie de faire une pause de 2-3 ans, et puis ensuite de reprendre ma caméra et de repartir tourner là où les sujets m'emmèneraient. Mais j'étais loin d'imaginer que C'est pas sorcier remporterait le succès que cette émission a remporté et que ça durerait pendant une 20aine d'années. On arrive maintenant à la fin de l'émission. On va vous demander de choisir la personne qui va vous poser une question entre Laure Adler, Thierry Ardisson, Henri Chapier et Denise Glaser. Thierry Ardisson. Est-ce que vous croyez au voyage dans le temps? Non, pas aujourd'hui. Je ne crois pas au voyage dans le temps. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de voyager dans le temps quand on a à notre disposition un outil merveilleux qui est le livre? Un livre permet de voyager dans le temps, permet de retourner dans le temps ou de se propulser vers le futur. Quand on lit et qu'on imagine, que l'on conceptualise, eh bien, on est déjà dans un autre monde. Merci, Jamie. Je vous en prie. Merci beaucoup.